Bonjour, bienvenue dans le podcast Histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. Je m'appelle Xavier. Je m'appelle Romain. Et je m'appelle JC. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur l'histoire de ces peuples et de leur territoire au premier millénaire. Et retrouvez-nous sur www.meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles sur votre application de podcast préférée. Ceci est l'épisode 18. Les Francs, des voisins comme les autres. Nous avons pu voir dans les épisodes précédents que les tribus germaniques, Francs et Alamans en tête, multipliaient les incursions en territoire romain, tout particulièrement en Gaule. Devant l'incapacité des autorités romaines à empêcher ces attaques, des défenses locales se sont organisées. Ce fut le cas en Gaule autour de Posthume, qui en profita pour se faire proclamer empereur dès 260, après avoir repoussé les Francs. Les dates de son règne sont incertaines, le plus probable étant de 260 à 269, peut-être en 268, car la date de sa mort à Mayence, suite à une rébellion de son subordonné Lélien, n'est pas certaine. Cela dénote néanmoins d'un degré d'insubordination qui sévit dans les armées de l'Empire et d'une instabilité en bande organisée, avant même l'arrivée des rappeurs du même nom dans le sud de la Gaule. Se sentant abandonnés par Rome, les Gaulois n'ont d'autre solution que de se défendre par leurs propres moyens. Car si Valériens ou Galliens ont tenté de maintenir intactes les frontières de l'Empire, les Gaulois, eux, ont un problème quotidien à gérer. Et ce problème se nomme Alamans et Francs. Derrière l'Empire gaulois de Posthume, il nous faut donc voir aussi du pragmatisme. C'est ce que nous allons tenter de vous expliquer. L'empire gaulois de Posthume n'a pas duré très longtemps, a priori juste une dizaine d'années. L'histoire auguste parle bien d'un dénommé Posthume le Jeune, fils de Posthume, mais son existence n'est confirmée par aucun auteur, ni par des monnaies ou des inscriptions. Si ce successeur a vraiment existé, son règne a dû être vraiment très court. Pour les Gallo-Romains massacrés et rançonnés par des vagues de pillards successifs, les choses ne pouvaient plus continuer comme ça. La seule solution consistait à confier le pouvoir à un chef qui avait fait de la menace germanique son unique priorité. Pas les Goths, pas les Sassanides ou tout autre ennemi que personne n'avait jamais vu dans leur pays. Les Gallo-Romains, en tout cas leurs soldats, ont décidé que leur propre empereur, né chez eux, vivant chez eux et exclusivement concerné par ce qui se passerait chez eux, ferait un bien meilleur boulot. Et c'est précisément ce qu'a fait Posthume pendant ces 10 années au pouvoir. Ne rien tenter contre Rome et les Romains de l'Est, ne pas franchir les Alpes pour envahir l'Italie, ou tout autre plan ambitieux de conquête. Non, simplement sécuriser la frontière avec la Germanie, nettoyer les campagnes des bandes de Francs et reconstruire les défenses. C'était ça le plan de Posthume. Et une fois Posthume mort, par la main de ses propres soldats d'ailleurs, peut-être trop habitués à piller eux aussi, et une fois l'autorité centrale de Rome remise sur pied, cet empire gaulois a disparu presque aussi vite qu'il était né. Même pas besoin de se battre trop longtemps d'ailleurs. Le nouvel empereur de 274, notre Aurélien épée au poing, est venu s'en occuper personnellement. Vous vous rappelez d'Aurélien? Le jeune officier dont nous avons parlé à l'épisode 13, celui dont l'histoire auguste fait le premier vainqueur d'une bande de Francs 20 ou 30 ans plus tôt, alors qu'il n'était qu'un jeune officier. Aurélien donc, parvenu au pouvoir, est revenu en Gaule cette année-là, après une campagne à succès dans l'Est, pour affronter le successeur de Posthume. Et le nouvel empereur gaulois a préféré jeter l'éponge à la première bataille et se rendre à la merci d'Aurélien. C'est quand même bizarre cette histoire. Comme ça, d'un coup, l'Empire des Gaules aurait été dissous et l'Empire romain a retrouvé son unité. Fin de partie donc pour Posthume et l'Empire gaulois, après quand même 14 ans de pouvoir. Ce qui n'est pas rien au vu de la performance des autres empereurs de la même période. Les Francs rentrent chez eux, le gouvernement central est rétabli, et tout revient dans l'ordre alors. 0-0, balle au centre et retour de la Pax Romana.
Ça me paraît un peu chelou quand même. C'est quoi le hic dans cette histoire? Alors non, tout ne revient pas dans l'ordre comme précédemment. Première leçon, la naissance, même éphémère, d'un empire gaulois n'a pas été le fruit du hasard. Posthume a été capable de convaincre les populations romanisées de tout l'Ouest de se joindre à sa rébellion, alors qu'il n'avait pas le moindre lien avec les familles puissantes de l'Empire ou la cour de Valérien. L'historien romain Eutrope le qualifie même d'homme de la plus basse extraction. Et pourtant, en quelques mois, son autorité a été reconnue au-delà de la Germanie et de la Belgique. Les provinces gauloises de Lyonnaise, d'Aquitaine et de Narbonnaise, puis celles de Bretagne, d'Espagne et de Rhétie se sont joints à lui, comme dans le cas de Génialis, le gouverneur provisoire de la Suisse antique. Pour Eutrope, à nouveau, dont l'histoire est considérée assez fiable généralement, la qualité de notre homme ne fait aucun doute, et je le cite à nouveau. Il régna pendant 10 années avec tant de succès qu'à force de courage et de prudence, il sauva les provinces, presque perdues sans retour. Le problème, c'est qu'une telle empreinte ne s'efface pas si facilement dans les esprits. Sa capacité à sécuriser les frontières et à rendre la prospérité économique de la Gaule ont fait l'unanimité auprès de la population. D'ailleurs, de nombreuses monnaies attestent de l'attention qu'il a donnée aux industries et à la navigation, ou encore son rôle dans la lutte contre la peste de Cyprien. Posthume, tout usurpateur qu'il était, a été un leader efficace pour les Gallo-Romains de 260 à 270. La conclusion de tout ça, c'est que si les habitants de la Gaule restent 100% fidèles à Rome en tant que civilisation, leur loyauté n'est pas indéfectible à un empereur de Rome en tant que tel, sous prétexte qu'il aurait été nommé par le Sénat ou les légions du Danube. Pas sûr qu'une telle loyauté indéfectible ait jamais existé d'ailleurs, dans le passé, mais désormais, elle n'est à coup sûr plus 100% garantie. Après des décennies de calamités, l'autorité d'un empereur dans la Gaule romaine n'est acceptable que s'il démontre sa capacité à défendre réellement la population au quotidien. Aucune soi-disant puissance magique conférée par un titre d'empereur donné par des sénateurs italiens ou une armée lointaine ne pourra convaincre les Gallo-Romains d'obéir facilement dorénavant. Et cette transformation est là pour durer. Donc, si je te comprends bien, la reprise en main d'Aurélien en 274, qu'on voit généralement comme le retour à la normale avec un empereur fort qui contrôle à nouveau tout l'empire de l'Égypte à la Bretagne, ne serait que l'arbre qui cache la forêt? La fabrique sociale, militaire, institutionnelle qui permettait à un homme unique de maintenir un empire gigantesque uni n'existe plus vraiment maintenant. Sauf dans le cas d'un empereur vraiment balèze comme Aurélien, qui peut imposer une paix généralisée et sécuriser tout l'empire en luttant sur tous les fronts en même temps. Mais ça, c'est devenu l'exception, plus la règle. En fait, la nouvelle norme de l'empire est en train de devenir la séparation en grands blocs, plus ou moins autonomes, pour régler localement les problèmes. Posthume était juste trop en avance sur son temps, en fait. Oui, et on peut dire que c'est la première conséquence durable de la crise en Gaule de cette période-là. Une conscience de leur unité en tant que région romaine, dont le destin est peut-être lié à l'Empire romain avec un grand R, mais pas forcément à tout prix. Alors attention, il est peu probable que les Gallo-Romains décident de se désolidariser définitivement et d'un seul coup du reste de l'Empire en une décennie. Parlons plutôt d'une prise de conscience que leur fidélité ne peut sûrement pas aller jusqu'au point de se laisser carboniser par des barbares pour le bien-être des autres provinces. Mais il y a une autre conséquence à cette irruption momentanée de l'Empire des Gaules, une autre transformation qui se matérialise tout à coup. Même si ce changement vient de loin en réalité, il se cristallise d'une manière particulière dans cette décennie et concerne plus directement nos amis les Francs. L'une des toutes premières mentions apparaît une nouvelle fois dans l'histoire auguste vers 265. Car une fois arrivé à la tête de l'Empire des Gaules, notre général Posthume savait bien à quoi s'attendre pour avoir défié Galien, lui avoir volé la moitié de son empire, et cerise sur le gâteau, avoir laissé son fils Salonin se faire assassiner par ses troupes, ou juste ordonner son exécution, comme c'est le plus vraisemblable. Car dès les rébellions des bords du Danube maté, dès son pouvoir bien établi sur les restes de l'Empire romain qu'il contrôle, Galien n'avait évidemment plus qu'une seule idée en tête, se venger. Le désormais empereur romain du centre, si on peut l'appeler comme ça, Galien donc, rassemble en 265 son armée de vétérans du Danube et d'Italie et fonce sur le chemin de la Gaule, bien décidé à faire payer Posthume.
L'empereur des Gaules a dû percevoir le danger d'une force si formidable, bien plus difficile à affronter que les bandes de Francs qu'il a traquées toutes ces dernières années pour asseoir sa popularité en Gaule. Comment faire face à l'élite de l'armée romaine, revenue dardard pour l'écraser avec une armée locale efficace mais sans doute réduite? Pour Posthume, il est hors de question d'espérer la clémence de Galien, ni de fuir d'ailleurs. Fuir pour aller où de toute façon? Derrière Posthume et son empire gaulois, il n'y a que l'océan, aucun empire et aucun roi auprès de qui se réfugier. Posthume doit jouer le tout pour le tout militairement pour sauver son trône et sa vie. Et donc, la solution, la seule solution, aussi improbable qu'elle puisse sembler à distance, s'est imposée d'elle-même. Le chroniqueur de l'histoire Auguste, qui relate la guerre qui va l'opposer à Galien, revenant des Balkans avec son armée de professionnels, précise: Posthume lui aussi s'avança vers le combat, avec de nombreuses troupes auxiliaires de Celtes et de Francs. Attends. On rembobine une minute. Alors déjà, moi j'avais compris qu'il allait rien sortir de foufou de cette guerre de 265, ou de ces guerres, puisqu'il semble que le fils de Valérien va essayer plusieurs fois d'arracher la Gaule à Posthume. Quelques batailles, une vilaine blessure au dos, et Galien va finalement lâcher l'affaire et laisser Posthume et son empire gaulois tranquille jusqu'à leur décès respectif autour de 269. Mais pour en revenir à l'histoire Auguste, l'auteur nous lâche littéralement une bombe sur les Francs là, non? Les Francs comme troupe de choc recrutée pour Posthume dans sa guerre avec Galien? Je suis perdu, Xavier. Je pensais que justement, notre empereur gaulois s'était fait sa réputation de choc en les écrasant comme de la vermine. Et maintenant, ils font partie de son armée. Et oui, le mot est lâché. Les Francs, auxiliaires francs incorporés dans une armée romaine. Alors d'abord, soyons prudents sur la lecture de ce texte. L'histoire Auguste qui rapporte le fait est écrite presque 100 ans après cette guerre, et c'est la seule source qui utilise le mot franc en tant que tel dans ce contexte, à une époque où leur réputation a pris une toute autre ampleur. Qu'il y ait eu intégration de troupes barbares dans l'armée de Posthume n'est pas contestable. Que l'auteur mélange sans trop de vergogne les mots germain, alamans ou franc non plus. Mais ça ne change pas grand-chose au final. Les frontières entre ces groupes restent encore très fluides au IIIe siècle, mais gardons ce petit bémol en tête. Quoi qu'il en soit, franc ou germain, le fait est que des troupes germaniques sont massivement incorporées dans l'armée de Posthume autour de 265 pour contrer le rouleau compresseur de Galien. Alors, cette pratique d'incorporer des troupes étrangères n'est pas nouvelle en tant que telle et date depuis très longtemps, sous la République puis l'Empire romain en général. L'emploi spécifique de ces mercenaires germains n'est pas non plus une innovation de Posthume. 30 ans plus tôt, par exemple, vers 243, on apprend que les légions comptaient des auxiliaires goths et germaniques avec elles, qu'elles ont accompagné l'expédition romaine en Mésopotamie. Troupes mercenaires donc, payées par l'Empire pour compléter les contingents de légionnaires de Rome et utiliser leurs talents pour les opérations militaires diverses. Donc, on a une longue tradition de ce qu'il faut bien appeler des contrats de mercenariat. En passant des accords avec les chefs militaires de ces groupes, Rome paie l'emploi temporaire de troupes pour servir ses propres objectifs et ses propres missions à travers son vaste empire. Ces troupes germaniques ne défendent pas d'objectifs politiques dans ce cadre-là. Elles se battent collectivement contre rétribution pour un employeur qui s'appelle Rome, sans avoir de but particulier à défendre pour leur groupe ethnique ou leur tribu. À la manière des groupes de guerriers de Tacite, elles opèrent en marge des tribus avec pour seul objectif la fortune et la gloire. Et sans doute dans cet ordre-là, et pas plus que ça apparemment. Ok, donc c'est un peu l'ancêtre des groupes de mercenaires privés de notre époque. Une bande culturelle unifiée, mais qui opère pour le compte d'une puissance étrangère, qui loue ses services avec la plus ou moins grande bénédiction de son groupe culturel d'origine. Et donc, toute cette construction existait déjà, à savoir de faire travailler des contingents extérieurs à côté d'une armée romaine classique. Mais disons qu'avec la désorganisation du IIIe siècle et la naissance de l'Empire gaulois, on semble franchir un cran supplémentaire dans l'importance de ces groupes, non? Absolument. Car en fait, cet apport de soldats germaniques fait partie d'un mouvement de fond plus large qui s'opère. D'abord, les armées romaines deviennent déjà à la base de plus en plus locales. Dès la fin du IIe siècle, le recrutement de l'armée romaine commence à se déplacer de plus en plus vers les zones frontalières. En gros, on recrute d'abord là où on a besoin de soldats en priorité. L'armée romaine perd progressivement son caractère italien
et les armées du Rhin ou du Danube sont de plus en plus composées de recrues locales, embauchées pour défendre leur propre territoire. Et en parallèle du recrutement des légionnaires aux frontières, l'importance des corps auxiliaires barbares commence lui aussi à s'accroître, à partir des guerres du règne de Marc Aurèle. L'empereur philosophe, le père du méchant Commode dans le film, a été le premier empereur à avoir enrôlé massivement des soldats étrangers pour ces guerres variées. Des Germains de l'Est appelés Marcomans. Soldats qui, une fois recrutés, partaient servir un peu partout dans l'Empire comme troupes d'appoint renforçant les légions. Mais ces corps barbares, ces mercenaires historiquement attachés à la grande armée romaine, on ne s'embarrasse plus trop au IIIe siècle à les recruter seulement pour des opérations lointaines, dans un autre coin de l'Empire. Non, à ce stade, plus aucun empereur ou usurpateur ne perd son temps à essayer d'éloigner les mercenaires de leur région d'origine. On utilise les corps germaniques qu'on peut recruter là où on les trouve, ce qui constitue une innovation plutôt intéressante. On y reviendra bien sûr. En conséquence de tout ça, l'armée romaine du IIIe siècle n'a plus grand-chose à voir avec une armée d'Italiens parcourant le bassin méditerranéen pour la gloire de Rome. On commence sérieusement à avoir affaire à des armées profondément locales, recrutées pour des besoins locaux et de plus en plus avec des officiers locaux comme Postume lui-même. Une transformation qui change pas mal la dynamique pour ces soldats et leur rapport à l'Empire avec un E majuscule. Et puis, il y a plus que l'origine locale des soldats barbares ou réguliers qui doit attirer l'attention dans le cas de l'Empire gaulois. À partir de Postume, il semble clair que tout à coup, les troupes barbares appelées à la rescousse ne sont plus simplement des troupes d'appoint. On commence à avoir affaire à des troupes numériquement conséquentes, qui constituent une part très importante de son armée vraisemblablement. Ce qui est assez logique finalement au vu des prélèvements massifs d'hommes qu'ont entraîné les guerres civiles et les opérations militaires successives. Sans compter l'épidémie de peste et les crises économiques et sociales diverses qui ont mis à mal tout l'édifice démographique de l'Empire qui désormais manque clairement de bras. Un gros paquet de mercenaires, donc, qui viennent renforcer ou constituer l'armée de Postume en 265. Une belle innovation que ce recrutement, dont on retrouvera les traces bien plus tard dans des tombes germaniques rive droite du Rhin et jusque dans les rives de l'Elbe fouillées par les archéologues, remplies de monnaies et de traces des empereurs gaulois comme Postume et ses successeurs. Ok. Donc l'Empire gaulois n'apporte pas un changement brutal dans le système d'intégration de mercenaires à la Légion. Mais suivant l'adage nécessité fait loi, on fait sauter tous les verrous de sécurité et tout d'un coup, des corps entiers de Germains et de Francs intègrent une armée romaine. À quel point d'ailleurs? Au point d'en devenir une des forces principales? Moi, je me dis que c'est quand même pas très safe, cette idée d'injecter un paquet de barbares du coin comme force principale de défense d'un territoire. Il y a comme un petit côté, j'appelle un pyromane pour éteindre l'incendie chez moi, mais bon, on y reviendra certainement. Mais est-ce que du coup, l'armée romaine change du tout au tout? Non, ça ne veut pas dire que tout à coup les légions sont transformées avec des barbares intégrés à tous les étages à ce stade pour autant. Aucune preuve que tout à coup la légion romaine en tant que telle se modifie substantiellement. Simplement, la présence massive de barbares à ses côtés commence sans doute à changer les esprits sur l'intérêt que représentent ces troupes. À ce stade, on reste probablement dans le cadre de troupes auxiliaires, et seulement ça. Des corps totalement spécifiques, disposant de leur propre commandement, de leur propre organisation, travaillant sous contrat en quelque sorte avec l'empereur romain, quel qu'il puisse être. Troupes qui font partie d'une armée en campagne dans le cadre des offensives ou qui sont tous placés à l'extérieur de l'Empire comme protection ou force d'intervention. Rien ne laisse supposer qu'on leur cède une partie de la Gaule d'ailleurs, ou que leurs familles sont conviées officiellement à l'intérieur des frontières romaines. Mais si les sources sont silencieuses sur leur statut et les modalités d'engagement, on voit tout de même le schéma clair d'un mercenariat organisé à grande échelle que l'Empire gaulois accélère. Avec les Francs, si on suit l'histoire auguste, et les Germains en général pour être plus prudents, une ère de coopération militaire large commence à s'imposer, en même temps qu'une ère de confrontation en fait. Ça peut sembler étrange, mais c'est la nouvelle dynamique que l'or de Rome, qu'il soit librement offert ou disponible au pillage, commence à créer parmi les tribus germaniques. Comme dit le chroniqueur Aurelius Victor dans le même paragraphe, le premier de tous les rebelles, Postume, gouverneur de la Gaule, se met à la tête des barbares et usurpe l'Empire après avoir défait d'innombrables bandes de Germains. Et oui, dans le même paragraphe, notre Postume
est à la fois le pourfendeur des Germains et le leader des Germains. Quand on vous dit que c'est un petit peu confus le IIIe siècle. Mais rappelez-vous, à ce stade, les Francs ou les Germains, c'est une appellation, un label que choisissent de prendre des bandes de guerriers. Bandes qui n'ont aucun projet politique commun, aucun espèce d'attachement à une nation franque, et qui sont tout autant confrères que concurrents selon les situations. Donc rien de plus normal que de les retrouver dans des camps très différents selon le moment et la situation. Le système doit bien avoir quand même des défauts. Les mercenaires, c'est un peu comme les sous-traitants. C'est bien pratique un temps, mais ça peut difficilement remplacer une armée sur le long terme. Et c'est vraisemblablement la loi du plus offrant qui s'applique. Le mercenariat a ceci d'embêtant que ça ne dure jamais longtemps, et que la loi du genre consiste à toujours payer pour s'assurer la loyauté de son mercenaire, voire payer plus pour ne pas le voir filer chez la concurrence, ou son ennemi le mieux disant. Surtout si on n'est pas en situation de force pour négocier, non? Absolument. Et les Germains et les Francs du IIIe siècle ne font pas exception à la règle éternelle du mercenaire, à savoir sa grande infidélité. Les tombes des guerriers du IIIe siècle trouvées du côté du Vézère montrent de nombreuses pièces issues de l'Empire des Gaules, mais aussi certaines à l'effigie de Galien lui-même, l'ennemi de Posthume. Or, Posthume a repris la Gaule dès 260, et plus particulièrement l'atelier monétaire de Cologne, qui va lui fabriquer de belles pièces pour son empire. Il est donc peu probable qu'il ait payé les Germains avec la monnaie de son ennemi. Alors oui, le plus probable en l'occurrence, c'est que Galien n'a pas agi différemment de son côté et qu'on trouve des mercenaires germains dans tous les camps à cette époque. Dans l'équipe Posthume, dans l'équipe Galien, comme dans l'équipe Germain libre, qui pille indistinctement tout ce qui ressemble à du romain, quel que soit le visage de l'empereur sur les pièces d'or. Et vraisemblablement, passant alternativement d'une équipe à une autre. Et puis ce mercenariat, avec tous les défauts du concept, fonctionne exclusivement sur la mécanique du système tribal germanique. C'est-à-dire que les Romains trouvent un chef de bande et s'arrangent avec lui pour passer un contrat avec sa troupe. Ce n'est pas un système où chaque individu s'enregistre indépendamment. Hermann, rappelons-nous d'Hermann, ne signe pas un contrat à durée indéterminée avec Rome. Il est recruté via sa bande au travers du contrat avec son chef. Un système notoirement instable, où toute la bande dépend justement d'un chef militaire charismatique qui les tient ensemble. N'importe quel pépin avec ce chef, et c'est tout le système bien huilé qui s'écroule. Donc on est clairement dans un système qui peut facilement montrer ses limites de plein de manières différentes. Par exemple, rappelez-vous l'histoire Auguste et le propos du chroniqueur sur Galien lors de la reprise en main de la Gaule dans les invasions de 254 et celle de 260. Un chef franc, un prince selon les auteurs, est nommé à cette époque-là comme allié de Rome sur la rive droite pour servir de repoussoir à tous les autres. Un système de défense avancé sur le territoire des Germains, une force tampon mise en place pour parer aux futurs assauts. Lorsque le grand chambardement de 260 a fini par se produire, on a bien vu que rien du tout. On n'a absolument rien vu. La nouvelle invasion géante simultanée à la guerre civile et à la capture de l'empereur Valérien a semblé s'opérer sans que ce fameux groupe tampon ne serve à rien de notable pour les auteurs. Le chef en question a-t-il retourné sa veste? Peut-être. Ou peut-être sa propre bande a-t-elle fait le calcul mental que, vu la grande invasion de 260, il n'était pas dans le bon camp finalement. Ou, soyons fous, malgré la réputation de traîtrise des Francs bien connue des Romains, en tout cas de leurs auteurs, notre roi mystérieux des Francs s'est sacrifié en vain pour protéger Rome, mais sa force a été anéantie par le choc de la vague de 260, et la chronique n'en a pas parlé, au vu de l'immensité des destructions qui allaient suivre. Possible. Franchement, c'est impossible de trancher. Notre bouclier germain semble s'être dissous dans le Rhin, sans donner plus de nouvelles. Il est facile d'imaginer que le contexte de la période va amener Rome à faire de plus en plus appel à ses fédérés pour suppléer les différentes armées romaines en mal de troupes. Sauf qu'au fur et à mesure que leur présence s'étend dans la machine militaire romaine, l'équilibre de cette machine finement huilée qu'est l'armée va se dérégler. Et cet apport de troupes fraîches va apporter autant de problèmes que de solutions à Rome. Il faut surtout imaginer que ce sont des mercenaires, dont la motivation première, et certainement principale, est strictement financière. Et la grandeur de Rome dans tout ça, ils s'en soucient probablement assez peu. Sans compter que leur dépendance à un système de commandement tribal est aussi flexible que peu fiable. Bref,
Toutes les conditions sont réunies pour illustrer là le second principe de la thermodynamique, c'est-à-dire que toute transformation d'un système s'effectue avec une augmentation globale d'entropie. Ou dit de façon plus claire, un jour ou l'autre, tout finit par merder. Et c'est clair qu'avant même la fin du IIIe siècle, l'augmentation d'entropie va être brutale. Et oui, une solution à court terme qui fait massivement effet dans notre période critique, mais qui ne durera pas très longtemps. Et ainsi, par un étrange retournement de situation à nos yeux, les irréductibles ennemis germaniques décrits par Tacite deviennent tout à coup, sous le nom de Francs ou d'Alamans, des voisins avec qui Rome commence à apprendre à vivre. Des alliés militaires engagés dans leurs conflits, des partenaires économiques installés sur leurs anciennes terres, des drôles de voisins à coup sûr, mais plus des bêtes sauvages vivant à leur porte. Des voisins qui, comme tous les voisins, peuvent être alternativement bien utiles ou pénibles, ou les deux. Ainsi, l'empire de Posthume se termine pour une raison pour l'heure encore inconnue, devant une énième révolte romaine. Cette fois-ci, c'est Lélien, le responsable militaire de la province de Germanie supérieure, qui fait session. Posthume chasse Lélien de Mayence, et il semblerait que ce soit le refus de Posthume de livrer à ses soldats cette cité romaine pour qu'ils la pillent, qui soit à l'origine de sa mort. Encore une sédition qui se termine en massacre. Autant dire que les attaques des tribus germaniques n'ont fait qu'accentuer le trouble le long du limès occidental. Et inversement, les troubles occasionnés permettent aussi à ces tribus de pénétrer plus facilement dans l'Empire romain et d'y commencer leur installation. Car on parle bien ici d'installation et non de raid avec pour unique but de piller les terres romaines voisines. Ceci est confirmé par les travaux des archéologues qui ont découvert des installations de groupes germains autour de 260 sur la zone frontalière. En effet, la rive droite du Rhin enregistre une colonisation progressive de la part des tribus germaniques, alors que les Romains se sont repliés militairement sur la rive gauche. Dans le sillage des combattants, des hommes et des femmes s'installent par exemple dans la région des champs d'écumates, dans le Bade-Wurtemberg actuel. On a au final peu ou pas de sources écrites sur ce sujet, donc il est difficile de savoir si le phénomène était encouragé ou juste toléré par les Gallo-Romains. Se mélange-t-il déjà aux Romains ou aux populations romanisées encore présentes sur place? Difficile à dire. Mais d'après les archéologues, on semble davantage dans une installation pacifique de colons, avec des échanges au moins commerciaux, comme le démontrent les nombreuses pièces gauloises retrouvées le long de la rive droite du Rhin. Cette installation n'est que le début d'un long processus. Mais ceci est une autre histoire pour nos prochains épisodes. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.meropodcast.fr et à bientôt pour notre prochain épisode.